Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Peu de gens osent en parler et pourtant, c'est en train de se produire maintenant. Abonnez-vous dès maintenant à Polyafrique pour ne rien rater. Ici, on décrypte tout sur l'actualité politique africaine. Aujourd'hui, on attaque un sujet brûlant qui peut faire trembler les marchés en quelques heures, une guerre ouverte États-Unis, Israël et Iran, ou à l'inverse une escalade qui reste sous contrôle. Missiles balistiques, drones kamikazes, frappes sur les installations pétrolières, détroit d'Ormuz menacé, sanctions renforcées, le cocktail est explosif. Mais derrière les images de feu et les tweets géopolitiques, une question domine tout, quel serait le VRAI choc économique si ce conflit dégénérait? Polyafrique, le débat commence maintenant. Fermeture physique dans le sens où on fermerait une porte, où on mettrait des barrières. Le fermer, c'est du fait que certains navigateurs, notamment des bateaux et tout ça, qui font le transport, vont s'interdire d'arriver dans cette zone, craignant certaines menaces de sabordage du point de vue du fait qu'il y ait des missiles et des drones qui survolent ce détroit. On dit qu'environ 20% du pétrole, de consommation mondiale de pétrole en équivalent transite justement par le détroit d'Ormuz. Quelle est la crédibilité opérationnelle aujourd'hui d'une fermeture durable? Ce serait des grandes conséquences sur les biens et services. Parce qu'on a l'habitude de parler du pétrole, mais n'oublions pas qu'on a le gaz également aussi. Nous avons à peu près 20%, quand on dit 20%, c'est plutôt 20 millions à peu près de... La production mondiale de barils de pétrole, c'est de l'ordre aujourd'hui journalière de 107 millions de barils par jour. Et sur les 107 millions, on a à peu près 20 à 22 millions de barils qui transitent par cette zone-là, venant de grands pays producteurs comme l'Arabie Saoudite. Et maintenant, n'oublions pas que nous avons le Qatar derrière. Le Qatar qui est un grand pourvoyeur de gaz naturel qui alimente les pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Et c'est là où le choc sur les biens et services viendra avec le choc énergétique. Très bien. Parce qu'il faut comprendre que nous tous aujourd'hui, majoritairement dans le monde entier, on importe aujourd'hui des biens et services venant de cette partie du monde, c'est-à-dire l'Inde, la Chine, le Japon et tout ça. Et donc, lorsque nous avons une récession sur la fourniture du gaz qui alimente certaines centrales d'énergie électrique, ça crée immédiatement une répercussion sur le coût du kilowattheure des usines qui fabriquent ces biens et services. Et eux, ils ne font pas immédiatement, ils répercutent. Ils ne font pas d'assouplissement comme nous faisons en Afrique. Immédiatement, ils répercutent. Comme aujourd'hui, par exemple, on prend certains pays d'Europe, j'ai suivi. Dans la même journée, aujourd'hui, le gazoil s'est arrêté à 1,8 euros le litre. C'était parti à 1,4 ce matin, on s'est arrêté à 1,8. Mais quand vous prenez Chine, Japon et Inde, la répercussion, elle est immédiate. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient venir une certaine crise, ils voient que ça va manquer, alors eux, ils vont se repositionner sur le marché européen. C'est-à-dire où est-ce que les usines européennes vont prendre l'énergie, notamment le gaz. Ils vont se répercuter là. Et en se positionnant là, les biens et services également de l'Europe vont aussi aller en hausse. Finalement, qui se retrouve en bout de chaîne? C'est les Africains. Parce que nous sommes très peu industrialisés, nous ne produisons pas beaucoup de biens et services, nous importons tout d'Asie et nous importons tout d'Europe. Et voilà que la guerre en Iran a des répercussions économiques directes sur le continent africain. Sur le continent africain, parce que, comme j'ai dit, en termes de biens et services, le premier pôle où nous avons le trio Chine, Inde, Japon, qui en direct subissent le coût de ce choc par le gaz venant du Qatar qui sera en récession, et se répercute tout de suite sur le marché européen. C'est déjà
D'abord, il y a 2 semaines, quand je suivais les cours qu'il y avait, je voyais déjà les tendances qui étaient en train de monter. Donc, eux, ils se répercutent tout de suite sur le marché européen. Et le marché européen, aujourd'hui, nous savons que c'est du gaz pour la production d'énergie, les ménages et tout. Donc, immédiatement, eux aussi, ils répercutent. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on ne produit pas, on n'est pas beaucoup industrialisé, malheureusement, pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui subissons le surcoût. Très bien. Dominique Brou. Alors, la question du détroit d'Ormuz est une question principale, vu la crise qui a lieu aujourd'hui en Iran. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est la carotide de l'énergie mondiale. Stop. Ce que je vais vous montrer juste après, très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. Le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, lorsqu'il est asphyxié, c'est toute l'économie mondiale qui est asphyxiée. Donc, il faut mettre en place, on va dire au niveau du droit international, des relations internationales, des moyens pour qu'on puisse en quelque sorte régler la situation du détroit d'Ormuz. Que, comme vous l'avez dit, 20% à 30% du commerce énergétique mondial passe par le détroit d'Ormuz. Et ça, l'Iran le sait. Donc, elle tire sur, on va dire, cette ficelle pour pouvoir, en fait, mettre la pression sur Israël et les États-Unis afin de pouvoir, en fait, trouver des voies et moyens pour trouver une sortie face à cette crise. Donc, pour moi, le détroit d'Ormuz est un passage très important pour l'énergie. Très bien. Alors, de ce qu'il dit, je pense que... Est-ce qu'Israël et les États-Unis auront une répercussion directe quant à cette fermeture annoncée par la gardienne de la Révolution d'Iran du détroit d'Ormuz, quand on sait que ce sont les gros exportateurs, Arabie Saoudite, Oman, Koweït et autres, qui majoritairement utilisent le détroit d'Ormuz? D'abord, il faut comprendre que les premiers à subir le coup, ce n'est même pas le monde entier d'abord. C'est tous ces pays qui sont dans le golfe Persique. Parce que vous voyez, quand vous voyez le détroit d'Ormuz, ce n'est pas un détroit qui a une sortie en fait. C'est-à-dire vous entrez par le sultanat d'Oman et vous êtes bloqué au niveau du Koweït. Irak, Koweït, vous êtes bloqué. C'est-à-dire vous entrez, vous ressortez. Donc, c'est une porte d'entrée et à la fois une porte de sortie. Donc, les premiers à être impactés, c'est eux. Tout le gotha du tourisme mondial, c'est eux. Tout ce qu'il y a comme divestissement, c'est là-bas. Tout ce qu'il y a comme business, c'est là-bas. Donc, les premiers à être impactés, c'est là-bas. Ce sont même l'Iran? Oui, bien sûr. L'Iran n'a pas d'autres moyens pour faire sortir son pétrole? Non, aujourd'hui, on n'est pas dans une position même de faire sortir du pétrole parce que vous pouvez être producteur de pétrole. Mais pour faire sortir le pétrole, il faut avoir une flotte navale. Et les producteurs de pétrole n'ont pas forcément des flottes navales. Donc, vous pouvez avoir du pétrole. Si vous faites du chantage aux gens, les gens vous disent, mais écoutez, on ne prend pas votre pétrole. On a déjà vécu ça. Il n'y a pas très longtemps où le pétrole était tombé à moins 20 $. Moins 20 $, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez acheter du pétrole, on vous paye, on vous donne 20 $. Parce que les puits ne pouvaient pas s'arrêter et on n'avait pas où stocker. Alors, quand vous venez prendre du pétrole, on vous paye 20 $ le baril. C'est déjà arrivé. Très bien. Donc, on ne peut pas se servir de cette guerre. C'est un couteau à double tranchant. À un moment donné, il ne faut pas qu'il tire trop sur la corde parce que les puits, on ne peut pas les arrêter comme ça. Un puits, quand on l'a démarré, il produit. Il produit, donc attention. Très bien. Assez bon, Josias. J'ai une question à poser, bien évidemment, à notre invité. Mais comme il a signifié tout à l'heure, il disait que c'est une entrée, c'est une sortie. Et ça, c'est l'illustration parfaite pour nous faire entendre que la stratégie de l'Iran ici a été bien choisie. Parce que si on se rappelle de la situation avec l'Ukraine, la Russie également utilisait les mêmes leviers, fait en sorte que son gaz naturel et tout ce qui allait aller en destination des soutiens de l'Ukraine soit en sa faveur, favorable économiquement. La question que je me pose, c'est est-ce que notre invité peut bien nous éclairer sur la situation? Est-ce que le détroit d'Ormuz
appartient uniquement à l'Iran. Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui appartient par exemple au sultanat d'Oman ou d'autres territoires également qui sont dans cette localité-là? Bon. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'ils ne peuvent plus également exploiter cet espace-là? Oui, parce que en fait, c'est la perturbation qui crée problème. Vous savez qu'un détroit, ce n'est pas un point singulier, c'est une longueur. Par exemple, celui d'Ormuz, c'est 212 km en longueur. Et puis, le point le plus faible, autour de 40, disons 50 km de largeur. Donc, c'est la perturbation qui est là. Regardez, par exemple, un transporteur naval. Lui, qu'est-ce qu'il fait? On a connu la guerre Iran-Irak de 80 à 88. Il n'y a jamais eu de fermeture ni d'incident sur le détroit d'Ormuz. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Parce que ça se passait entre Iran et Irak. C'est-à-dire deux pays qui sont quasiment dans le même golfe Persique. Mais là, aujourd'hui, les armateurs de transport naval, aujourd'hui, ils sont assez prudents. Je n'amène pas un navire dans un golfe où est-ce que mon navire risque d'être touché par un missile ou par un drone. Surtout que les gardiens de la Révolution ont annoncé donc, hier leur volonté, leur intention en tout cas, d'abattre automatiquement, d'incendier automatiquement tout navire qui franchirait la ligne. Et à partir de là, le marché des navigations devient fébrile, mais pas fébrile dans le bon sens, c'est-à-dire par prudence. Parce qu'on se souvient même ne serait-ce que quand il y a eu la Covid, les assurances sont montées à 112% et à 115%. 112 à 115% de plus sur les assurances. Donc imaginez, en période de guerre, la marchandise que vous achetez a son coût. Ensuite, vous allez vivre un surcoût dû à ça. Ensuite, un surcoût de 112 à 115% sur l'assurance. Très bien. Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.